parlé il y a quelque temps de l'histoire géologique de la plaine du Roussillon, consécutive à l'épisode d'assèchement de la Méditerranée, et une autre sur les variations climatiques et leurs conséquences au cours des temps géologiques. Aujourd'hui, c'est pas du tout son domaine de prédilection, mais la curiosité, comme il nous l'a dit, l'a conduit à s'intéresser à cet épisode particulier des vêpres siciliennes, dont il va nous dévoiler le sens et les raisons pour lesquelles les Catalans se sont trouvés impliqués dans cette histoire franco-sicilienne. Donc Louis, à toi l'honneur. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci d'être venus, mesdames et messieurs, aussi nombreuses et nombreux, assister à cette causerie. Un grand merci aussi à l'association de m'avoir mis à contribution, sollicité. Et lorsque Dominique me demandait un sujet, j'ai pensé à celui-ci. Alors celles et ceux d'entre vous qui, les années précédentes, sont venus m'écouter sur des sujets scientifiques qui étaient dans la continuité directe de ma carrière professionnelle, trouveront peut-être singulier que je m'aventure dans un champ de compétences qui n'est pas le mien, et que d'autres auteurs ou d'autres orateurs, comme Robert Binas, par exemple, sur le sujet, ou bien encore Bernard Rieux, à Argelès, qui creuse inlassablement l'histoire médiévale du pays catalan, seraient mieux à même que moi de vous raconter ces histoires. Alors, avant de commencer, je voudrais faire une double parenthèse pour justifier ce qui m'a conduit à aborder ce sujet. Bien sûr, je connaissais les vêpres siciliennes au travers de l'opéra de Verdi, opéra de Verdi que l'on voit souvent représenté en costume de scène du XIXe siècle, qui correspond à la période à laquelle l'opéra a été écrit et qui correspond aussi à une période critique dans la construction de l'Italie moderne. Le prétexte, l'année dernière, à Noël, mes enfants m'ont offert le prix Goncourt de l'année que vous avez à l'écran, donc la plus secrète mémoire des hommes. Page 136, je tombe sur le mot cibolé, que je ne connais pas. Je cherche dans un dictionnaire et j'apprends que cibolé est dans une langue un mot, une locution, une phrase, que seuls ceux qui maîtrisent, ceux dont c'est la langue maternelle, la langue natale, sont à même de le prononcer correctement. Demandez à un espagnol de prononcer un E, il ira toujours E. Demandez-lui de prononcer un U, il ira toujours OU. À l'inverse, qu'il nous demande de prononcer la jota, et nous serons en difficulté, surtout quand la jota dans un mot suit immédiatement un R. Enchaîner les deux est particulièrement difficile. Et donc, dans les exemples de cibolé dans l'histoire du monde, donc c'est un mot très ancien qu'on trouve dans la Bible, un mot d'origine hébreu, et donc il y a différents exemples d'utilisation de ces moyens d'identification, d'appartenance à une communauté. Et c'est ce qui s'est passé en 1282 en Sicile, à l'occasion d'un soulèvement populaire. Donc à ce moment-là, c'est ce que je vais vous raconter, la Sicile était sous royaume français, angevin pour être précis. Les Siciliens, excédés par l'autorité... Un petit peu plus loin. D'accord, je vais essayer.
excédés par l'autoritarisme, l'autocratisme du roi de Sicile, se sont soulevés et ont identifié les Français à l'aide d'un mot, en l'occurrence chichidou, qui sont en sicilien les pois chiches, et qui se prononcent, vous voyez, un petit peu comme on le prononce ici en catalan, où le X devient un CH et le U devient un mot. À l'écran, qui m'a été transmis par Bernard Rieu, vous avez des exemples de phrases en catalan, d'une part, que je me garderai bien de prononcer devant vous, et puis de ciboulets français, du poisson sans boisson, c'est poisson. On pourrait citer aussi peut-être l'histoire des chaussettes de la duchesse Artichèche. Voilà. Donc, ce mot ciboulé m'a conduit donc à l'exemple de Sichijdou et des vêpres siciliennes. Donc, j'ai repris le thème des vêpres siciliennes et non pas à partir de l'opéra de Verdi, mais à partir des sources bibliographiques. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'implication des Catalans dans cette affaire-là. Et je me suis souvenu, je me suis demandé pourquoi d'une part, les Français occupaient la Sicile à la fin du XIIIe siècle, et pourquoi les Catalans ont été amenés à aller là-bas et à investir l'île. Et je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue à Montpellier avec Francis Sureda dans le cadre des activités de l'association. Il y a combien? Une dizaine, une douzaine d'années. Donc c'était le temps où l'association militait très activement pour la sauvegarde du site de Poligny. Donc le projet était bien avancé avec la contribution du Conseil général, comme on le sait, mais Francis Coste voulait étendre, élargir cette contribution à la région. Et il m'avait chargé, moi qui étais à l'université à Montpellier, de prendre contact avec le conseil régional, et il voulait absolument impliquer Georges Frêche dans ce projet. Et il se trouve que j'avais des amis, une amie élue au conseil régional, et que par son intermédiaire, on avait eu un rendez-vous avec le vice-président en charge des affaires culturelles. Et c'est Francis Sureda qui était venu à ce rendez-vous, et nous avions passé l'après-midi ensemble. Et Francis était un historien, un professionnel, et il m'avait expliqué au cours de la conversation dans l'après-midi, alors que nous attendions dans les locaux du Conseil général, comment la flotte catalane, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, avait acquis une suprématie en Méditerranée, et non seulement en Méditerranée, mais également jusqu'à l'Angleterre et jusque dans les Pays-Bas, mais surtout en Méditerranée. Elle le devait à la flotte, le développement de la flotte qu'elle avait su construire. Et on comprend alors que sur ces routes du commerce, vous le voyez, la Sicile est un maillon central qu'il faut absolument maîtriser pour maîtriser les routes qui vont en Méditerranée orientale. Et donc, le développement de la flotte catalane tient au développement du gréement, d'une part, et puis aussi au développement du gouvernail. C'était encore des navires propulsés à la force des bras, des galères, à rame, assistés d'un gréement à voile. Et ces innovations ont permis de surdimensionner les bateaux qui, à partir de ce moment-là, ont pu transporter des tonnages beaucoup plus importants que par le passé, jusqu'à 400 tonnes de marchandises ou d'armes quand il le fallait, et embarquer plus d'une cinquantaine, plus de 500 soldats quand il le fallait.
Et donc, ces développements technologiques ont conduit à une beaucoup plus grande maniabilité des vaisseaux qui vont donner à la flotte catalane une suprématie à la fois commerciale et militaire, comme on va le voir dans la suite de l'histoire. Voilà, et donc je me plais à dédier ce propos à mes deux amis Francis. Il faut, pour comprendre, je pense, la présence des Français et puis des Catalans dans cette terre de la Méditerranée centrale, en retracer l'histoire. L'histoire qui, on va l'apprendre au XIe siècle. Comme vous le voyez, la partie méridionale de la Sicile, les Pouilles et la Calabre appartiennent à l'Empire byzantin. La Sicile elle-même est encore occupée par les Maures, comme le sont d'ailleurs à cette époque-là encore les Baléares et une grande partie de l'Espagne, puisque les Maures sont encore à Saragosse à ce moment-là. Et en 1060 à peu près, deux ducs normands, Robert et Roger de Hauteville, donc des Normands, descendants des Vikings, qui ont déjà conquis l'Angleterre, entreprennent un voyage en Méditerranée orientale. C'est pas une croisade, c'est pas la première croisade authentique, mais ça, sans doute, ça ressemble à ça. On peut imaginer qu'ils vont en Terre Sainte sur le tombeau du Christ. Et dans leur périple, mais ils doivent voyager avec armes et bagages, dans leur périple, ils s'arrêtent en Italie du Sud, ils s'arrêtent en Calabre, ils débarquent en Calabre. Et là, sans doute, le climat leur paraissant beaucoup plus accueillant que celui de Normandie, sous les orangers, sous les oliviers. Peut-être que le vin méditerranéen a eu également leur préférence sur le cidre normand. Ils se sont installés là durablement. L'aîné est reparti en Normandie, mais le cadet, Roger, est resté en Italie du Sud et a commencé à investir la Sicile. La première intrusion fut une intrusion militaire, mais la conquête de la Sicile par les Normands s'échelonna sur une trentaine d'années et elle fut somme toute pacifique. Ce fut plus une immigration progressive sur toute l'île qui ont conduit à rassembler les deux territoires en un seul. Le royaume de Sicile était né. Ce royaume de Sicile va rester sous la dynastie des Hauteville, donc des Normands, jusqu'à la fin du XIIe siècle. Là, le dernier roi normand n'eut pour descendance qu'une fille, Constance. Cette fille se maria avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui était situé au nord. Et de ce fait, le royaume de Sicile passa des Normands aux Germains, des Hauteville aux Hohenstaufen. Un bref rappel des considérations géopolitiques à cette époque-là. Vous voyez le découpage, le royaume de France, la partie encore sous domination anglaise, le Saint-Empire romain germanique qui est l'héritage combiné de l'Empire romain,
d'une part, et de l'Empire carolingien de Charlemagne d'autre part. Et puis la situation en péninsule ibérique avec le royaume d'Aragon qui s'est constitué. Un petit point de détail sur l'histoire de France. En 1270, c'est l'année où meurt Louis IX, qui deviendra une trentaine d'années plus tard Saint-Louis. En rouge, le domaine royal proprement dit. En jaune, les duchés et comtés qui ne font pas encore partie du royaume de France. Et à l'orangé, les duchés et comtés attribués à la famille royale. Et en particulier l'Anjou a été attribué par Louis VIII à son dernier fils, Charles d'Anjou, qui est le 11e, le tout dernier, le 11e de la fratrie, qui était destiné aux ordres et que la mort de ses frères précédents ont conduit à détenir cette partie du territoire français, donc Charles d'Anjou. Un rappel aussi sur le royaume d'Aragon et sa partition à la mort de Jacques Ier en 1262 entre ses deux fils survivants, Pierre d'une part, qui va devenir Pierre III d'Aragon, et Jacques, qui va devenir le premier roi de Majorque. Donc Pierre reçoit, l'aîné reçoit la grande partie du royaume. Jacques, on crée pour lui un royaume de toutes pièces, composé des îles Baléares libérées de la domination maure quelques années auparavant, le Roussillon, la Cerdagne et le comté de Montpellier, dont son père avait hérité par mariage avec Marie de Montpellier. Et les deux frères ne s'aimaient guère, je pense qu'il faut en faire état pour la suite. Pierre trouvait que cette partition n'avait aucun sens, que ce petit territoire, ce petit royaume de Majorque ne se justifiait pas de par l'histoire et il voulait tout. Son frère cadet devait être bien content d'avoir un royaume à gérer. Perpignan, vous le savez, en était la capitale. Peu de villes par le monde peuvent s'enorgueillir d'avoir été capitale royale un temps de leur histoire. C'est le cas de Perpignan. Et enfin, le Saint-Empire romain germanique, donc qui s'étend, donc on retrouve bien les deux composantes romaines, parce que l'Italie n'existe pas encore, héritage de l'Empire romain, et puis la grande fraction germanique, elle-même une mosaïque de comtés et de duchés. J'ai figuré sur la vue ici, entre le royaume de Sicile au sud et l'Empire lui-même, les territoires pontificaux par les ordres du pape. Donc à ce moment-là, les papes géraient un petit territoire, ils n'étaient pas confinés dans le Vatican sur la place Saint-Pierre à Rome. Et vous voyez que ce territoire est coincé entre deux dominations germaines. L'Empire romain germanique est entre 1220 et 1250 dirigé par un grand empereur, un bâtisseur d'empire, Frédéric II de Hohenstaufen. C'est le fils de Constance, la Normande. C'est un personnage sans doute d'ampleur équivalente à Alexandre le Grand. C'est pas un conquérant, c'est un diplomate. Il ne va pas mener de grandes batailles. Mais tout ce qu'il va obtenir, il va l'obtenir par la négociation. On dit qu'il maîtrisait 6 langues, le latin,
le grec, bien sûr, le sicilien, l'allemand par sa mère, le normand par sa mère, l'allemand par son père. J'évoque le sicilien parce que Frédéric II est aussi à l'initiative d'une école de poésie. C'était un troubadour, s'inspirant des troubadours de Languedoc, et donc il favorisa le développement du sicilien parlé, du sicilien écrit, et ce n'était pas simplement un supplément d'âme. Ces développements conduiront à l'italien moderne. Donc, sous Frédéric II, on bascule dans le monde du latin qui prédominait à l'italien moderne. Donc, je parlais de négociations. Frédéric II, conquis, est, avec Godefroy de Bouillon, le seul monarque qui a mené à terme une croisade jusqu'en Terre Sainte, dans les années 1220-1225. Il en est revenu roi de Jérusalem. Il a obtenu le royaume de Terre Sainte, les terres de Terre Sainte, en négociant avec le sultan sans devoir livrer bataille. Il favorisa, il eut toujours de bonnes relations avec ses voisins, avec le roi de France en particulier, Louis IX. Quand Louis IX entreprit sa première croisade en 1240, Frédéric II donna ordre à ses vassaux dans le sud de l'Italie en particulier, d'aider l'entreprise du roi de France. À sa mort en 1250, un de ses fils écrivit à son frère « Le soleil du monde s'est couché, on est le soleil du droit, l'asile de la paix ». Et je crois que ces deux termes, droit et paix, sont effectivement très symboliques du règne de Frédéric II. Ceci dit, de par son envergure, donc vous voyez, au terme Frédéric II était empereur du Saint-Empire, vous en avez vu l'extension géographique, roi des Romains, une enclave à Rome, au sein du territoire papal, roi de Sicile, roi de Provence et de Bourgogne, roi de Jérusalem. Donc c'était un personnage hors du commun, et on imagine facilement qu'il voulait être maître chez lui, édicter ses lois, et ne pas être soumis à l'autorité papale comme l'étaient nombre de territoires et nombre de royaumes à cette époque-là où le pape dominait de toute sa puissance l'Occident européen. Frédéric II était en quelque sorte un laïc, un dirigeant, un roi, un empereur laïque avant la lettre. Ce qui, évidemment, déplaisait grandement au pape, le pape qui n'avait pas apprécié, par exemple, que lors de la croisade de 1220, Frédéric II n'expulse pas les musulmans de Terre Sainte par la force, voire en les massacrant définitivement. Et donc se crée, tout au long du règne de Frédéric II, une rivalité avec le pape, l'autorité du pape et les partisans du pape. Vous avez, donc il y a deux clans qui se forment dans cet empire romain germanique, principalement autour de la papauté, donc principalement autour dans l'Italie du Sud, dans l'Italie au nord et au sud, et ces deux clans rivaux, l'un partisan du pape, l'autre partisan de l'empereur,
recevront le nom de Gibelin pour les partisans de l'empereur et de Guelph pour les partisans du pape. Un petit peu plus tard, après 1300, ces dénominations se perdront et seront remplacées par noir et blanc pour Gibelin et Guelph. C'est dire la dichotomie dans laquelle on se trouvait ailleurs. Si je vous dis la famille des Montaigu et la famille des Capulet, vous pensez à quoi? Aux amours tragiques de Roméo, qui était Gibelin, et de Juliette, qui était Guelph. À cette époque-là, l'animosité, la haine entre deux clans ne prenait pas la forme d'invectives dans les travées d'une assemblée nationale ou d'insultes sur un plateau de télévision. Elle prenait la forme d'une guerre civile incessante, larvée, toujours recommencée entre les deux clans, qui s'excluvaient littéralement de certaines villes, de Florence, de Seine, donc qui se disputaient et ça se terminait, donc ça prenait la forme de massacres qui étaient rendus par la faction adverse. Excommunié par le pape. À ce moment-là, l'excommunication était une sentence terrible pour qui la recevait. Ce n'était pas que symbolique. Par l'excommunication, le pape reprenait la main sur les biens des excommuniés. C'est ce qu'il fera ultérieurement. L'emprise de Frédéric II était si grande que le pape ne s'est pas risqué à rentrer en conflit direct, ouvert avec lui. Il a attendu qu'il meure en espérant qu'à sa mort, l'Empire, le Saint-Empire romain germanique reviendrait dans le giron de l'Église catholique et de la papauté. À la mort de Frédéric II, Frédéric II a eu un fils qui lui a succédé, Conrad IV, mais qui lui a succédé, qui est mort très rapidement, très jeune, qui est mort en 1254. À ce moment-là, Conrad avait un fils qui était bébé, qui avait tout juste 2 ans. Et donc, à partir de 1254, l'Empire romain germanique n'a plus d'empereur, de dirigeant. S'est installé une longue période d'une vingtaine d'années sans que une solution soit trouvée entre les deux clans pour redonner un pouvoir à cet immense empire. Je trouve qu'il y a là, moi, sans doute 2 enseignements. C'est que ce vaste territoire, pendant 20 ans, se sera autogéré, comté par comté, ville par ville. Et moi, je vois là les prémices les confédérations qui se sont mises en place plus tard, jusqu'à nos jours, en Allemagne et en Suisse, par exemple. Et puis, l'autre conséquence, c'est que dans cette opposition résolue entre le pouvoir laïque et le pouvoir clérical, aura également pour conséquence le développement du protestantisme, donc la séparation des chrétiens de la papauté directe en créant le protestantisme. Je pense que c'est pas anodin que le protestantisme soit né sur ces terres-là. Frédéric II a donc un fils, Conrad, et un fils illégitime, plusieurs fils illégitimes, mais qu'il reconnaît et qu'il dote de moyens importants.
son royaume, le royaume de Sicile en particulier, aurait dû revenir à la ligne directe, donc à Conrad et à son fils Corandin, qui est trop jeune à ce moment-là, bien évidemment, pour accéder au trône. Et Manfred, qui est un fils illégitime de Frédéric II, prétendant que son neveu était décédé, s'empare du royaume de Sicile. Il ne se risque pas à prendre le vaste empire au nord, il va se contenter du royaume de Sicile et s'installer là. Ce qui déplaît fortement au pape pour deux raisons. D'une part, c'est que Manfred, dans la lignée de Frédéric, est un gibelin, et que d'autre part, c'est un enfant illégitime, un bâtard qui n'a pas droit à pouvoir régner sur quelque empire ou quelque royaume que ce soit. Et donc le pape l'excommunie, et dans ce cas-là, il frappe beaucoup plus fort qu'il ne l'a fait précédemment avec Frédéric II, et il prive Manfred de son royaume de Sicile. Dans un premier temps, le pape le propose à la cour d'Angleterre, qui le refuse. La Sicile est sans doute trop loin des terres anglaises, trop difficile à conquérir, trop difficile à maintenir. Après quoi, le pape le propose à la couronne de France, à Louis IX, qui lui accepte le royaume de Sicile et l'attribue à son frère Charles d'Anjou. Et donc Charles d'Anjou devient le premier Français roi de Sicile. Il est couronné, vous voyez, en janvier. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le roi en place, Manfred, va laisser sa place comme ça, vous imaginez bien. Si on veut son royaume, il va falloir venir le chercher et le faire par les arts. Et donc, c'est la conquête militaire que va faire Charles d'Anjou dans les années 1660, après son couronnement roi de Sicile. Il livre une première bataille décisive quelques mois après, vous voyez, la bataille de Bénévent, le 12 février 1266, contre Manfred. Il paraît que les troupes étaient disproportionnées, que les Siciliens étaient 2 fois plus nombreux que les Angevins. C'est des batailles... la poudre n'existait pas, la poudre à canon n'existait pas. C'était les archers, les lances, les épées, les coutelas. C'était du combat rapproché. Donc c'était des dizaines de milliers de combattants qui s'affrontaient sur le champ de bataille. La bataille de Bénévent tourne très rapidement à l'avantage de Charles d'Anjou. Les troupes de Manfred sont défaites devant la ville, et au cours du combat, Manfred lui-même est tué. Charles d'Anjou donc s'installe définitivement sur son royaume, plus rien ne le retient. Sauf que, entre-temps, Corandin, le fils légitime de Conrad, le petit-fils de Frédéric II, a grandi, il a 16 ans, il a construit une armée, il entend récupérer le territoire qui lui revient de droit par filiation directe. Il s'est allié au roi de Castille pour conquérir son royaume de Sicile. Et il va affronter, 2 ans plus tard, en 1268, il va affronter Charles d'Anjou sur ses terres. Et lui aussi est défait au terme d'une bataille un petit peu singulière, faite de tromperies. Charles d'Anjou partitionne son armée en 3 corps, en dissimule 2, en envoie un premier à la bataille avec à sa tête un maréchal
qui a revêtu les habits royaux. Il se lance dans la bataille. Cette première vague française est défaite par les armées siciliennes, si bien le maréchal est tué, si bien que les armées de Corendin pensent avoir victoire acquise en ayant tué le roi d'Anjou, le roi de Sicile, Charles d'Anjou. Ils déposent les armes, ils entreprennent, c'est un moment de liesse, et c'est à ce moment-là que les deux autres corps d'armée leur tombent dessus et les anéantissent. Corendin s'enfuit, il arrive jusqu'à Naples, où il veut embarquer, il est reconnu, ramené à Charles Ier, qui instruit un procès en trahison contre lui. Corendin est condamné à mort et exécuté sur la place du marché de Naples. C'est ce que représente la gravure sur l'écran. Cet épisode, cette exécution, laissera dans le peuple sicilien des traces très profondes. Le jeune prince n'a que 16 ans quand il est mis à mort. Et qui plus est, cette famille des Hohenstaufen est, depuis Frédéric, grandement appréciée en Sicile. Donc, grâce à cet événement, il faut dire aussi que Charles d'Anjou mène une politique dans son royaume de Sicile extrêmement autocratique. Il taille les duchés et les comtés à sa convenance, les attribue à ses proches, tous français, exclut tout ce qui n'est pas français, pour satisfaire ses rêves de conquête. Il lève des armées, la conscription est reine. Il lève l'impôt entre 1272 et 1275, il lève 5 fois l'impôt pour pouvoir construire son armée et conquérir les territoires qui l'intéressent. Alors vous me direz, mais les Catalans, pour l'instant, on ne les voit pas, où est-ce qu'ils sont, quand ils interviennent? Nous y sommes. Manfred, donc tué précédemment par Charles d'Anjou, avait comme seul enfant une fille, Constance. Constance se marie avec Pierre III d'Aragon. La liaison, elle est là. Constance est l'héritière de Manfred. Elle peut prétendre au trône de Sicile, même si Manfred n'était pas un fils légitime de l'empereur. Donc c'est ce qu'elle va revendiquer. On fait, pour se mettre les idées en place, peut-être quelques éléments de généalogie, avec en gauche le Saint-Empire romain germanique. Vous voyez ce dont je viens de parler. Frédéric II, son successeur direct Conrad et Corentin, donc exécutés. Cette ligne-là est définitivement arrêtée. Et puis la ligne illégitime de Manfred et de sa fille Constance, mariée à Pierre III d'Aragon, donc le fils de Jacques Ier, Pierre III d'Aragon, qui a hérité en 1262 du royaume d'Aragon, de Jacques II, le roi de Majorque, et qui ont une sœur également, ils en ont plusieurs, mais dont une sœur, Isabelle, sera mariée au roi de France, Philippe le Hardi. Vous voyez que Pierre III d'Aragon et Constance de Hohenstaufen ont 3 fils qui deviendront rois d'Aragon pour 2 d'entre eux, et roi de Sicile pour le 3e Frédéric.
Si on s'intéresse donc au royaume de France avec Louis VIII tout en haut, Louis IX, donc la ligne royale Louis IX, Philippe le Hardi, et puis Philippe le Bel, et la branche adjacente dont on parle, Charles d'Anjou, qui de 66 à 85 va régner sur le royaume de Sicile. Charles d'Anjou a une ambition tenace. Charles d'Anjou, lui, est un conquérant. Il ne se contente pas de son duché d'Anjou, il ne se contente pas du royaume de Naples, du royaume de Sicile. Alors on dit le royaume de Sicile, longtemps il s'appelait le royaume des deux Siciles, une pour l'île elle-même et l'autre pour la partie méridionale de la botte, de la péninsule. Il conquiert par alliance, il devient le roi de Provence ou du royaume d'Arles. Il conquiert l'Albanie. Il est roi de Jérusalem. Et il ne se contente pas de ça. Sa visée, c'est la création d'un grand empire chrétien sur toute la Méditerranée, avec évidemment l'assentiment du pape Martin IV, dont il est à l'initiative de l'élection, et donc le pape est tout à sa dévotion et ne lui refuse rien. Le projet de Charles d'Anjou est de conquérir Constantinople et de mettre la main sur l'Empire byzantin. En 1281, il entreprend une campagne en direction de Constantinople. Il est longuement arrêté devant la citadelle de Béra, en Albanie, qui est une citadelle imprenable, le siège dure éternellement, et les forces françaises sont mobilisées là. Charles d'Anjou, roi de Sicile, a dû quitter la Sicile à la tête de ses troupes pour se lancer dans cette conquête territoriale. C'est à ce moment-là, profitant de l'absence du monarque, que, excédés, les Siciliens vont se soulever. Il faut toujours un prétexte à une insurrection populaire. On dit que dans ce cas-là, le lundi des Pâques, alors que sonnaient les vêpres, appelant les fidèles à l'église, une jeune fille, représentée ici en blanc dans sa robe virginale, a été agressée par un soldat français. On imagine la scène, des remarques grivoises sans doute, peut-être des attouchements, ça n'est trop pour la population, des couteaux sortent, et les soldats français qui sont en petit nombre dans cette foule sont pris à partie et mis à mort. Et c'est le début d'une insurrection qui va se propager dans toute l'île pendant plusieurs semaines. Et au cours de cette insurrection, les troupes françaises ne sont pas là, mais tout ce qui était français est trucidé. On évalue à 8000 le nombre de personnes, de Français qui ont été mis à mort à l'occasion de cet événement. Donc, Dominique me disait que dans l'opéra de Verdi, qui retrace cet épisode-là, jusque-là, les Catalans n'apparaissent pas. Et effectivement, les Catalans, au moment des vêpres siciliennes proprement dites, ne sont pas là. Mais ils ne sont pas loin, évidemment. On va le voir. Donc, cet épisode, et donc c'est à cette occasion que les Siciliens identifiaient les Français en leur faisant prononcer le fameux chichidou. Et ceux qui n'étaient pas en mesure de prononcer correctement étaient, sans autre forme de procès, passés au fil de l'épée.
Et donc cet événement a donné lieu à de nombreuses représentations, beaucoup durant le romantisme, comme ici, où toujours donc, la jeune fille agressée représentée dans sa robe blanche. Des représentations plus anciennes, sans doute ici la représentation la plus ancienne du massacre des lèpres siciliennes. Petite anecdote, vraie ou pas, moi je soupçonne Verdi, dont vous le savez, le nom lui-même était un acronyme de Victor Emmanuel, roi d'Italie, d'être à l'origine de cette information-là. Donc il se dit que le cri de ralliement des insurgés était Morta Francesi, Italia Viva, qui écrit sur un raccourci sur les murs des villes a donné ma vie. Je ne sais pas quel crédit il faut apporter à cet événement, c'est plausible. Alors, les vêpres siciliennes, donc je dis, partent d'un événement populaire. Est-ce simplement une révolte spontanée ou y a-t-il derrière un complot longuement ourdi par les ennemis de Charles d'Anjou pour l'abattre et s'accaparer son royaume et le chasser définitivement de toutes ses terres? Alors ça, c'est par contre dans l'opéra de Verdi. Donc c'est très vraisemblable qu'il y ait eu effectivement un complot contre Charles d'Anjou et que toute cette opération a été longuement préméditée. L'instigateur local qu'on retrouve dans l'opéra de Verdi, qui est Jean de Procida. Procida, c'est une petite île au large de Naples. Donc c'est lui qui aurait ourdi l'insurrection, non seulement sur place, mais qui se serait attaché l'aide, la sympathie de différents monarques. En 80-81, il parcourt la Méditerranée à Constantinople pour négocier avec Michel Paléologue, que Charles d'Anjou menace directement en voulant conquérir son royaume. Il se serait déplacé à Barcelone pour venir discuter avec Pierre III. Il serait venu à Perpignan discuter avec le roi de Majorque, serait retourné à Constantinople pour finaliser donc il aurait dit à l'empereur de l'Empire byzantin que la programmation du soulèvement des Siciliens était programmée pour 1282, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc si on en revient, si on essaie de trouver, d'établir une chronologie des événements, donc ça démarre le 30 mars, on trouve également le 31, le calendrier est un petit peu imprécis sur ces dates-là, mais le lundi des Vêpres de Pâques, donc le soulèvement populaire. Ce soulèvement populaire, la chasse aux Français, va durer sur l'île 3 à 4 mois d'avril à juin. Sentant le danger, voyant comment déraper les événements dans son royaume, Charles d'Anjou abandonne le siège de Bérain, renonce au moins provisoirement à la conquête de l'Empire de Byzance et revient d'Ardar en Sicile pour essayer de reprendre la main. Donc il débarque à Messine le 6 juillet. La quasi-totalité de l'administration qu'il a mis en place a été anéantie dans les semaines précédentes, et il va tenter de mettre en place un régime nouveau auquel, sur place, personne ne croit plus, personne ne lui fait confiance. Donc dans cet intervalle, avril-juin, les troupes catalanes du roi Pierre III d'Aragon et de son épouse Constance se trouvent
de l'autre côté de la Méditerranée. Une armée a été massée. On pourrait penser que, je ne sais pas quelle est la véracité, mais que les armées catalanes étaient prêtes à intervenir dès le début de l'insurrection, mais qu'ils ont laissé faire passivement l'extermination des Français pendant les quelques semaines avant d'intervenir. Et donc, il débarque les troupes catalanes provenant essentiellement de Barcelone, mais également pour certaines du royaume de Majorque, donc partie de Collioure, débarque en Sicile et chasse Charles d'Anjou, et Pierre III d'Aragon prend la main sur le royaume de Sicile au nom de son épouse, considérée comme héritière légitime. Charles d'Anjou, vous l'imaginez bien, ne s'avoue pas vaincu. Il est chassé de l'île par la suprématie des armées catalanes, mais il va avec des soutiens nombreux en France, dans la partie, dans la faction galbe italienne, autour des riches villes de Venise, de Florence, reconstituer une armée, reconstituer une armada pour reconquérir son royaume. Et un an plus tard, en juillet 1283, il affronte les armées catalanes, l'armada catalane, dans une bataille qui reste célèbre sous le nom de bataille de Malte, donc au large de l'île de Malte. Donc la bataille a lieu entre l'armée de Charles d'Anjou et l'armée de Pierre III d'Aragon. Les flottes de l'un et de l'autre. Vous voyez donc les commandements. On voit apparaître ici l'admiral de la flotte catalane, Roger de Llur, que l'on va retrouver, qui va occuper une place centrale dans tous ces combats navaux qui vont se succéder dans les semaines, les mois et les années qui vont suivre. Les commandants, les admiraux de la flotte française, les forces en présence, à peu près équilibrées, 18 galères d'un côté, 19 de l'autre, mais la disproportion des pertes. L'armada catalane, commandée par Roger de Llur, compte tenu de la supériorité des bateaux, de leur maniabilité, anéantissent la flotte française. En nombre de victimes, mais il ne reste guère plus rien. Mais Charles d'Anjou, d'autant que le pape, donc je l'ai dit, à la solde de Charles d'Anjou, le pape Martin IV, excommunie Pierre III d'Aragon, considérant qu'il usurpe le royaume de Sicile des Français à qui il l'a attribué. En excommuniant Pierre III, le pape le prive non seulement du royaume de Sicile, mais il le prive également de son royaume d'Aragon, qu'il attribue à la couronne française. Le royaume d'Aragon revient à Philippe III, le successeur de Louis IX, mort en croisade en 1270 à Tunis. Et le royaume de Sicile est attribué à Charles d'Anjou et à sa descendance. À charge pour eux de reconquérir ces territoires. Et c'est ce que l'un et l'autre, Philippe III le Hardi, pour la partie royaume d'Aragon, et Charles d'Anjou et son fils, qui deviendra Charles II, pour la partie royaume de Sicile. Donc, les
deux souverains français vont lever des armées pour affronter en Sicile d'une part, en Aragon d'autre part, le roi Pierre III, excommunié et privé de ses royaumes. Côté Italie, côté Sicile, une seconde bataille va avoir lieu, cette fois dans le golfe de Naples, où la flotte est commandée par Charles II, le fils de Charles Ier. Charles Ier est revenu dans ces terres d'Anjou, dans le royaume de France, pour reconstituer une nouvelle fois une armée avec laquelle il croit être capable de reconquérir son royaume au sud. Il aurait donné l'ordre à son fils de ne pas sortir de la baie de Naples, de ne pas aller affronter seul l'armada catalane, commandée par Roger de Liure, d'attendre qu'il revienne avec les renforts qu'il était en train de constituer. Charles II ne l'a pas écouté, est allé au combat seul et s'est fait laminer comme son père s'était fait laminer un an auparavant au large de Malte. Et donc c'est la deuxième fois que la flotte catalane anéantit les armadas françaises. Et côté Sicile, Pierre III, le roi d'Aragon, à moins qu'il ne soit vaincu sur ces terres catalanes ici, garde la maîtrise du royaume. Pour l'instant, les Français, les Angevins sont exclus du royaume de Naples. La suite de l'histoire va se jouer ici même, au col de Banyuls. C'est pas la bataille c'est une bataille avant, mais qui implique aussi qu'il y a des incidences très locales. Philippe III, pour s'emparer du royaume d'Aragon, du comté de Catalogne, lève, dit-on, une armée considérable, 100 000 hommes, 3 000 cavaliers, un nombre incalculable de bêtes de somme pour transporter les campements, les armes, et descend d'abord sur Toulouse, puis sur Carcassonne et arrive à Narbonne. Il faut qu'il traverse pour arriver en territoire aragonais, en territoire catalan, il faut qu'il traverse le Roussillon et Jacques, le frère de Pierre, dont j'ai dit au départ qu'il était à l'animosité entre deux frères, et puis de toute façon, sans doute que Jacques d'Aragon n'avait guère le choix face à cette armée française considérable. Le rempart, les Corbières ne sont pas un rempart infranchissable, les Alberts le sont effectivement, a pensé très vraisemblablement qu'il serait laminé par Philippe III et a profité de se rallier à lui, ou en tout cas de lui assurer une neutralité bienveillante. Et donc les troupes françaises ont pu traverser le Roussillon, arriver sur les Alberts, avant de passer à l'Empourda. Donc c'est ce qui reste dans l'histoire sur le nom de croisade des Aragons. Donc vous voyez partie de l'affaire de Sicile, ça a des incidences dans l'histoire de France, et ça a des incidences très locales dans les pays catalans, au nord et au sud. Le déroulement des opérations, alors je ne vais pas vous raconter, mon propos est quasiment terminé, je ne vais pas vous raconter la croisade d'Aragon, la croisade de 1285, instruite par Philippe III le Hardi contre Pierre III d'Aragon.
ça pourrait faire, par moi-même ou par un autre conférencier, le sujet d'une prochaine conférence l'année prochaine, par exemple. Mais juste pour illustrer, le déplacement des armées françaises sur le territoire, et puis les batailles navales qui, en face, ont eu lieu. Les Pyrénées étant, donc, je le disais, les passages dans les Albères ont été très rapidement consolidés par les troupes catalanes. Le comté d'Empúries avait ici la charge du col de la surveillance du col de Banyuls, le Perthus, le col de Panissar, donc les passages faciles étaient grandement armés par le royaume d'Aragon. Il se dit que les armées françaises, donc aussi nombreuses, on a du mal à l'imaginer, seraient rentrées à Lampurda par la vallée de la Valle, en montant à la Massane, en passant le col de la Massane et en redescendant sur Espolia. Dans ce périple-là, des hommes à pied passent, des chevaux passent, des cargaisons ne passent sans doute pas. Donc, Philippe III avait prévu d'alimenter ses troupes, de ravitailler ses troupes en victuailles, en campement et en armes surtout, par les voies maritimes. En chargeant à Narbonne, dans les ports occitans, en chargeant à Collioure, et puis en passant le Cap Béar pour déposer armes et victuailles dans le baie de Roses ou sur la plage de Barcelone. Et c'est là où, une troisième fois, l'armada catalane, revenue de Sicile, puisque là-bas les affaires étaient désormais entendues, ont une nouvelle fois défait les flottes françaises au large de la baie de Roses, des îles de Formigues. Donc une grosse bataille navale a eu lieu à ce moment-là. L'armada française a été vaincue. À terre, les armées ont été privées de ravitaillement. Philippe III s'est trouvé de ce fait en très grande difficulté, d'autant qu'une épidémie de dysenterie, dit-on, a frappé les armées françaises, les réduisant à l'impuissance. Philippe III, le hardi, lui-même était malade. Cette campagne de Philippe III en territoire catalan, en Empurda, se termine par une cuisante défaite au col de Panissar. Ces représentations illustrent la scène. Vous voyez le rapatriement du roi français malade passant le col du Panissar sous les regards des troupes catalanes. Accord aurait été conclu entre les rois pour que la suite royale puisse regagner le territoire français sans être anéantie dans le passage des goulets que sont le Perthus et le col de Panissar. Mais le reste de la troupe française a été décimé à Lampurda à cette occasion. Donc la bataille du col de Panissar, c'est le 30 septembre 1285. Philippe III le hardi mourra à Perpignan le 5 octobre suivant. Et quant à Pierre III d'Aragon, il ne survivra pas très très longtemps. On dit, mais les choses ne sont pas assurées, qu'il aurait été blessé au cours de la bataille et que c'est des suites de sa blessure qu'il serait mort un mois ou deux mois plus tard. Un petit retour à l'arbre généalogique.
On est donc désormais tout en bas, dans l'échelon supérieur. Père III est mort, Philippe le Hardi est mort, reste leur enfant, Frédéric, un des fils de Frédéric III et de Constance. Frédéric hérite du royaume d'Aragon, du royaume de Sicile, et vous voyez également à droite, entouré également d'un rond, que le fils, le petit-fils de Charles d'Anjou, hérite du royaume de Naples. Regardez les dates, donc ce sont les dates de règne de ces deux rois, 1295-1237, 1295-1237. La mort est fortuite, mais le couronnement de l'un et de l'autre ne l'est pas. Au terme à la fois de guerre et de pourparlers, de négociations, le double royaume de Sicile, donc fait de la Sicile ilienne et puis de la péninsule sud-italienne, va être partagé en deux royaumes. La Sicile proprement dite, l'île, qui va s'appeler Tricanie, qui s'appelait déjà avant Tricanie parce qu'elle a la forme d'un triangle, et puis la partie continentale du royaume, qui reviendra à la branche angevine, deviendra le royaume de Naples. Royaume de Naples, ça parle français. Les Catalans vont rester en Sicile pendant plusieurs générations, pendant plusieurs siècles. Les Français, les Angevins, la branche angevine de la royauté française, va rester dans le royaume de Naples également très très longtemps. Et ce royaume de Naples fera l'objet de revendications incessantes de la part des Italiens, de la part des Germains, et donnera lieu à une multitude de guerres qui vont se succéder tout au long du XIVe et du XVIe siècle. Marignan, 1515, c'est une conséquence de la lutte entre les Gibelins et les Guelfes à cette époque-là. Le royaume de Naples va rester sous emprise française pendant très très longtemps, jusqu'au XIXe siècle. Napoléon y l'attribuera à un de ses frères, puis à Murat. Ça reviendra ensuite dans le royaume de France, et c'est l'éviction définitive des Français à cette époque-là, au XIXe siècle, que traduit symboliquement l'opéra de Verdi, ou Verdi dans son opéra. Pour terminer, alors, autant il existe sur la croisade, sur les affaires catalanes ici, sur donc la croisade menée par Philippe III le Hardi contre le roi d'Aragon, des sources bibliographiques extrêmement précises qui permettent même de dresser les événements, la progression des armées quasiment au jour le jour, le déroulement des batailles quasiment au jour le jour. Robert Vinas en a fait un magnifique livre qui retrace cette histoire-là. Donc c'est basé sur la traduction d'écrits de contemporains des batailles qui ont participé, qui étaient des témoins directs de la bataille, autant sur l'histoire antérieure et en particulier les lèpres catalanes. Il n'existe pas de chronique directe. On en trouve des éléments dans la Divine Comédie de Dante, dans de très très nombreux passages, dans de très très nombreux chants. Dante revient sur ces événements, mais c'est toujours sous une forme poétique, sous une forme elliptique. Difficilement, si on n'a pas une interprétation, les interprétations, les annotations qui en ont été faites, c'est difficilement compréhensible.
Je vous montre un extrait du chant 3 du Purgatoire de Dante, où, avec Virgile, donc, il rencontre Manfred, le roi de Sicile, dont on a parlé. Manfred était gibelin, Dante, au moins au début, était guelfe, mais il écrit sa rencontre avec Manfred avec une grande mensuétude. Monsieur Manfred, dit-il, en souriant, mais mon aïeule Constance, donc la mère de Frédéric II, sa grand-mère, et il demande à Dante, de retour dans le monde des vivants, de passer un message à sa fille, Constance, la fille de Pierre III, l'épouse de Pierre III, roi d'Aragon, en lui demandant de prier pour l'âme de son père, en espérant que ces prières divisent par 30 ans les souffrances qu'il doit endurer au purgatoire. Donc il évoque sa fille, Constance, qui doit la naissance de la gloire de Sicile et d'Aragon, donc Frédéric de Sicile, et Alphonse et Jacques d'Aragon. Et il justifie sa présence au purgatoire par les péchés qui ont été, dit-il, les plus impardonnables. Il se dit que Manfred aurait tué son père Frédéric et aurait tué son frère ou son demi-frère Conrad pour accéder au pouvoir. C'est pas historiquement impossible, c'est pas historiquement établi. Ce qui est sûr, c'est que Manfred a joué d'un gros mensonge, faisant croire que son neveu était décédé pour s'emparer, comme je l'ai dit, du royaume de Sicile. Manfred étant excommunié, il n'a pas eu droit à des funérailles chrétiennes. Il a été enterré sur le champ de bataille, il est mort sur le champ de bataille, il a été enterré sur le champ de bataille, et la nuit tombante, l'évêque de Constanza, sous les ordres du pape, a déterré le cadavre et l'a jeté dans la rivière. Et donc c'est ce qui est retracé dans le dernier. Une dernière chose, Dante évoque également les différents protagonistes de ces histoires. Le Camus, évidemment, c'est le roi de France, Philippe III, qui mourut en s'enfuyant et flétrissant ses lys. Donc c'est l'évocation de la déroute du col de Panissard et la honte pour la couronne de France qui suivit cette déculottée. Et il dit cette allusion autant pour ce grand nez, il s'agit de Charles d'Anjou, que pour Pierre III d'Aragon, qu'on voit chanter à l'unisson l'un et l'autre, et qui fit tant pleurer la France et la Pouille. Une dernière chose sur l'opéra de Verdi et sur donc d'où effectivement les Catalans n'apparaissent pas, puisque dans l'histoire ils interviennent quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc les personnages mis en scène par Verdi, le livret de l'opéra est écrit par Eugène Scribe, qui était un écrivain français extrêmement prolixe, qui a écrit des dizaines de livres, des centaines de pièces de théâtre, qui était un auteur parisien extrêmement connu, extrêmement en vogue à la fin du XIXe siècle. Donc l'opéra a été écrit sur un livre français, puis ensuite traduit à l'italien. On le connaît surtout en italien, mais initialement il est en français. Et il met en scène Guy de Montfort, qui est le gouverneur de la Sicile, quand Charles n'est pas là. Guy de Montfort, c'est le fils de Simon de Montfort,
qui a dirigé la carrossade des Albigeois. Le comte de Béthune, le comte de Vaudemont, qui est un comte lorrain, rallié à l'Empire, rallié aux Gibelins, et qui mourra dans le combat naval de la bataille de Malte. Et puis on retrouve Jean de Procida, donc, qui aurait été l'instigateur du soulèvement populaire des Luttes-Nouvelles. Donc l'histoire est une histoire romancée, sur fond également d'amour tragique et impossible entre occupants et occupés, mais s'appuie sur des personnages historiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.